Qu'est-ce que les parties du discours? C'est comme les classes grammaticales, ou voilà. Les classes grammaticales, on parle aussi des natures de mots. Ce sont finalement les différentes espèces, hein, les différentes classes, les voilà, les différents classements que l'on peut faire des mots selon donc différents critères. Il y a plusieurs classements en concurrence. Je reprends comme point de départ les 9 parties du discours traditionnel, telles que les énonce la Bellomo dans sa grammaire. Le nom, l'article, l'adjectif, le pronom, le verbe, le participe, la préposition, l'adverbe, la conjonction et l'interjection. L'interjection est toujours un petit peu mise à part puisque l'interjection est un mot qui ne rentre pas dans des liens syntaxiques la plupart du temps. Et qui donc ne permet pas une longue analyse grammaticale, si ce n'est que c'est une interjection. D'ailleurs, l'interjection, on peut la définir comme étant ce qui se rapproche le plus du cri animal. Donc c'est la partie la moins élevée du langage. Les autres parties du discours donc, se discutent. Le nom, c'est la seule qui fera consensus avec le verbe finalement. L'article, ce qu'on appelait l'article en imitation de la grammaire grecque, aujourd'hui est plutôt abandonné au profit du déterminant. Les deux notions, je les écarterai. Alors j'aime bien la notion d'article, hein, c'est un beau clin d'œil à la grammaire. Donc à défaut de pouvoir rendre compte de toute la richesse justement des articles en français, on peut très bien faire ce petit clin d'œil et utiliser le terme d'article. Surtout que le déterminant français est l'article, hein, surtout ce qu'on appelle l'article, donc l'article défini, donc le lalet, comme l'article grec est la forme atone du pronom. Donc ici, il y a encore un lien qui marche assez bien, que l'on peut vite observer. L'adjectif, traditionnellement, était opposé, alors vous avez probablement, ça dépend à quelle année si ça fait longtemps ou non que vous êtes allé, que vous étiez sur les bancs de l'école, mais si vous y étiez il y a plus de 10-15 ans, vous aviez appris les adjectifs qualificatifs, puisqu'en fait, on mettait encore dans les adjectifs déterminatifs, c'est-à-dire le reste ces adjectifs qui fonctionnent comme des articles. Donc l'adjectif que je vais un peu redéfinir. Le pronom, ça va être assez intéressant, je vais en parler bientôt. En fait, le pronom, l'indo-européen nous aide à mieux comprendre justement le lien entre toutes ces catégories. En tout cas, nom, article, adjectif, pronom font partie du domaine du nom, si on veut, du domaine lexical, c'est-à-dire qu'ils sont liés aux choses et au fait de désigner les choses, les riens du monde. Je rappelle que rien, au passage, vient du latin res, rei, qui veut dire quelque chose et non pas la négation. Le verbe, bon voilà, surtout le verbe conjugué, puisqu'à l'époque, on avait tendance à séparer dans différentes parties du discours le participe, hein, la forme qui est... Alors aujourd'hui, on mettrait plutôt ça, c'est un usage que je ne trouve pas si mauvais, dans les modes nominaux, c'est pas si récent d'ailleurs que ça, mode nominaux du verbe, donc en tout cas, c'est plutôt une partie du verbe, un mode du verbe, mais bon, on le mettait un petit peu à part, puisque le participe, c'est le verbe qui fonctionne comme un adjectif. La préposition, qui sont bien connues, dans Parcours en verbe avec 206 ou sûr, mais je les reclasserai ailleurs. L'adverbe, la conjonction et l'interjection. L'adverbe et la conjonction sont deux catégories qui méritent peut-être d'être un peu redéfinies, puisque l'adverbe désigne en fait tout mot invariable qui n'appartient ni à la conjonction ni à la préposition. L'adverbe, c'est la classe fourre-tout en grammaire française, qui montre que, enfin, l'étude de la langue, la linguistique scolaire, comme je préfère l'appeler, la linguistique scolaire telle qu'on nous l'apprend est quand même très défaillante. Et puis l'interjection est encore une fois à part. Alors voilà, la liste telle que je l'ai un petit peu, telle que je l'ai déjà énoncée, la liste qui me semble ma propre liste de parties du discours, de nature de mots. J'en fais moins déjà, je pense que ça gagne, ça a le mérite de la clarté. Nous avons donc 6 natures, moi je réduis des 9 parties du discours de la Bellomo, moi j'en arrive à 6. Le nom, ou qu'on appelle également substantif, qui désigne un rien ou un être. Je viens de vous dire que rien, ça veut dire quelque chose. Comme en linguistique scolaire, aucune différence. On peut distinguer plusieurs espèces. Nous verrons ça bientôt. Hein, le nom commun, le nom propre, etc. D'ailleurs, je trouve ça une très belle abréviation. Dans les anciens dictionnaires de l'Académie française, on abrégeait etc. On appelle ça l'asperluette, si ma mémoire est bonne. Voilà, l'asperluette et puis C, hein, ETC, hein, etc. Bon. Deuxième partie du discours, l'adjectif, qualifie un nom ou un verbe. Le mot apparaît au XIVe siècle, enfin est attesté dès le XIVe siècle en français, emprunté pour traduire le grec onoma epithéton, donc onoma c'est le nom, hein, epithéton, ajouté au nom, du bas latin adjectivus nomen, qui veut dire la même chose, hein, qui avait servi à traduire, hein, la grammaire latine vient de la grammaire grecque, donc l'expression adjectivus nomen sert à transcrire onoma epithéton. Emploi spécialisé du neutre, de adjectivus qui s'ajoute. Hein. Bon.
C'est des extraits de la définition de Dictionnaire de l'Académie, justement, 9e édition. Dedans, je mettrai les adjectifs qualificatifs, mais aussi les adverbes circonstanciels. Et pour cela, c'est pour ça que traditionnellement, et c'est dommage que ce soit encore perdu, quand on apprenait la grammaire, il y a encore 50 ans, la grammaire s'apprenait au regard de la grammaire latine et éventuellement de la grammaire grecque. Hein. Et ça me semble être un usage très juste. Puisque une partie des adverbes, les adverbes de manière, les adverbes qui ont un sens circonstanciel, sont en fait formés sur l'adjectif, sur la forme féminine de l'adjectif à laquelle on ajoute ment, hein, pour la plupart d'entre eux. Donc en fait, ils appartiennent plutôt au domaine de l'adjectif, mais nous verrons ça plus tard. Je ne suis pas tout à fait certain que nous ayons le temps d'arriver jusqu'à l'adjectif ce soir. Donc partie de l'oraison incluant les adjectifs qualificatifs et les adjectifs de manière. Les adverbes de manière, pardon. Dans le verbe, bon ça ne va pas changer grand-chose, simplement je précise la définition du verbe. Le verbe exprime d'abord une action, et ça c'est important de le retenir. Hein. On dit on ne sait pas trop, et moi j'ai mis longtemps à trouver une bonne définition du verbe, parce que dans toute définition on dit alors le verbe c'est l'état, l'action, le processus, etc. etc. Vous mélangez tous ces mots, vous faites différentes phrases, et vous obtenez les différentes définitions du verbe que vous pouvez trouver. Je ne suis pas d'accord, puisqu'en fait l'immense majorité des verbes sont des verbes d'action, hein, premièrement. Il y a un petit nombre de verbes qui sont en fait plutôt l'exception qui confirme la règle, qui sont les verbes que l'on dit d'état. Ça, ce sont les catégories, on va dire, de linguistique. Je ne les reprendrai pas tout à fait parce que c'est assez tautologique. Verbe d'action, à la limite, c'est une bonne expression, mais le verbe d'état, c'est un verbe qui fonctionne comme le verbe être, autrement dit. État vient de être. Donc ça veut simplement dire, ce verbe d'état, c'est un verbe qui fonctionne comme être. C'est un peu idiot comme définition. Ça ne fait qu'une comparaison, c'est pas une vraie définition, c'est seulement une comparaison, ou une métaphore si vous préférez. Donc, mais je pars de cela parce que le but c'est d'être compréhensible et justement de vous donner des informations utiles. Alors, au passage, cette séparation entre verbe narratif et verbe descriptif, pour reprendre le terme que je préfère, que je propose, a une importance, une grande importance dans la syntaxe, hein, dans la grammaire, donc dans l'usage des cas et des fonctions. Donc voilà. Donc le verbe exprime d'abord une fonction, un petit nombre donne un état. Mot qui affirme l'existence d'une personne, d'une chose, ou ce qu'elle fait ou ce qu'elle éprouve. Donc définition du littré. Ah oui, très très bonne définition du littré. Je vais juste la mettre en note de bas de page, ce sera plus clair. Hop. Voilà. Donc je disais, le verbe, c'est un mot qui affirme l'existence d'une personne ou d'une chose, ce qu'elle fait ou ce qu'elle éprouve. En fait, Littré ne prétend pas faire une définition philosophique, et pourtant elle est génialissime, cette définition. Elle rappelle que le sujet montre son existence dans son action, et que s'il ne se réalisait pas dans des actions, on est vraiment dans de la philosophie, on n'aurait pas connaissance du sujet. Enfin, on ne pourrait pas le voir. Déjà, la première action, c'est d'être, en quelque sorte. Hein, la première affirmation de l'existence à travers le verbe être, mais aussi dans les actions. Hein. Il court, mon voisin court, et bien c'est comme ça que je le vois. Donc il y a le verbe affirme son existence, notamment dans un énoncé. Donc c'est une définition philosophique qui est très très proche. Je pense là, Littré était très proche du sens profond de ce qu'est un verbe. Alors moi, il va falloir que je fasse attention parce que comme je vais souvent opposer mes définitions, je risque d'employer cette expression moi-je qui n'est pas méchante, mais justement qui sert à s'opposer à ce qu'on utilise habituellement, mais qui peut faire un petit peu orgueilleux. Donc j'opposerai simplement deux grandes catégories, une version intermédiaire, donc les verbes narratifs ou actifs, verbe narratif ou actif. Verbe actif, c'est comme ça que les appelle la Belle-Aumont. Donc cette grammaire, la grammaire française de la Belle-Aumont du 19e est bien supérieure à bien des manuels actuels. Verbe actif, c'est bien plus logique. Hein. L'actif, actif-passif, c'est la voie, c'est faire une action ou la subir. Donc un verbe d'action, c'est d'abord un verbe actif, où le sujet est actif. Dans un verbe de description, un verbe d'état, le sujet subit un état, c'est un état que l'on décrit. Donc la description est en fait très liée à la notion de voix passive. Et l'action ou la narration est très liée à la notion de voix active. Donc en fait, on peut alors les deux termes me paraissent excellents, donc au choix, on utilisera soit verbe narratif ou bien verbe actif, donc pour ce qu'on appelle actuellement les verbes d'action, et pour la deuxième catégorie, la catégorie opposée, les verbes descriptifs ou les verbes passifs. Enfin, on aura une catégorie neutre, un neuter en latin, ce qui veut dire ni l'un ni l'autre. Bon, alors ici c'est plutôt les deux à la fois, hein, mais donc pas ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre. Les verbes neutres, ici je choisis cette expression, j'aurais pu prendre les deux,
enfin une classe qui s'appellerait les deux, mais simplement c'est comme ça que les appelle l'abbé Lomont, et j'aime bien encore une fois son usage de grammaire, enfin l'usage de qui il fait dans sa grammaire, qui me semble être un des meilleurs découpages que j'ai vus pour les verbes. Donc verbe neutre qui est à la fois narratif et descriptif, hein, qui donne donc un état, une action, si vous voulez, quelque chose de plus simple. Vous avez appris en disant verbe d'action à l'école. Oui, verbe d'action, c'est ça, c'est plutôt le verbe d'action, verbe d'état. C'est plutôt les chers petits Nico, c'est plutôt cette opposition qu'on prend. Mais voilà, si vous voulez, maintenant vous pourrez peut-être utiliser celle que je propose. Voilà. Surtout, alors évidemment dans les concours, etc., il ne faudra peut-être pas les utiliser puisqu'ils ne sont pas reconnus, bien à tort. Mais peut-être qu'un jour ils le seront. Alors, mes 3 dernières parties du discours, la particule, la notion de particule, on la trouve dans certaines langues. Par exemple, en japonais, quand on apprend les japonais, les cas sont marqués par des particules. Par exemple, wa ou ga marque le cas sujet. Même si on emploie assez rarement la notion de cas pour le japonais, c'est bien dommage, ça marche aussi bien. Mais on l'utilisait aussi en grammaire française. Vous trouverez par exemple un sens grammatical de particule jusque dans les 3e, 4e éditions du dictionnaire de l'Académie. Donc en fait, jusque 18e, peut-être même 19e. Non, surtout 18e. 19e, je ne suis pas certain, mais en tout cas jusqu'au 18e, la particule est considérée comme une notion de grammaire. Alors qu'est-ce qu'une particule? On comprend, en particule, c'est une petite partie, enfin il y a l'idée d'un mot assez court, mot utilitaire dont le sens est surtout grammatical. C'est-à-dire que ça correspondrait entre autres à ce que les linguistes appellent les grammèmes, il me semble. Donc c'est un mot, hein, je définis la particule comme étant une partie du discours qui réunit tous ces mots qui ont pour principal sens leur fonction grammaticale, hein, leur utilité grammaticale. Ils n'ont pas de sens, autrement dit, ils n'ont pas vraiment de sens, ils n'ont pas vraiment de valeur sémantique. Ils sont surtout là pour nous aider à former des énoncés et à relier les éléments. Enfin, pas relier les éléments, c'est autre chose, mais en tout cas à formuler un énoncé. Donc petite partie du discours, la plupart du temps, laquelle est indéclinable et ordinairement d'une syllabe. Ça, c'était une des définitions du dictionnaire de l'Académie, je peux le noter, mais je ne l'ai pas noté. Donc je crois que c'est 4, mais à chercher. Donc on mettra dedans la négation, hein, les particules de négation, les prépositions, hein, que je qualifierai de particules, et puis les adverbes de degré, hein, donc les particules de degré, ce qu'on appelle les adverbes de degré. Et vous voyez, encore une fois, l'adverbe, on mélange vraiment tout et n'importe quoi, ça n'a aucun sens, hein, ça n'a vraiment aucun sens. Je suis en train d'y penser. Je vais peut-être mettre une couleur plus claire ici. Alors, hop, voilà. Est-ce que ça serait pas mieux pour le salon? J'ai l'impression que c'est plus clair. Voilà, mieux. Alors reprenons. Donc le pronom maintenant. Donc il nous en reste 2. Le pronom. Alors pronom, ça c'est génial et il faut vraiment l'étudier. Pronom, on s'aperçoit quand on étudie des manuels d'indo-européens. Par exemple, que sais-je sur l'indo-européen du feu Jean Audry, très bon manuel, que le pronom et le déterminatif, ce qu'on appelle parfois le déterminant, ou l'article, le pronom et l'article, sont apparentés dès l'indo-européen, hein, et pour les langues qui possèdent l'article. On ne sait pas d'ailleurs si l'article précède le pronom ou le pronom précède l'article. En fait, ce sont vraiment deux notions très très proches. Donc le mot pronom nous vient du latin, hein, pronomen, pro, hein, ce qui est le préfixe qu'a donné pro devant, pour, ça veut à la fois dire devant, ça va être le cas finalement de ce qu'on appelle le déterminant et que j'appellerais plutôt le pronom déterminatif, ou bien pro, ça peut aussi vouloir dire à la place. Donc le pronom, c'est aussi ce qui se met à la place du nom, ou plutôt du groupe nominal. Donc pronom, c'est à la fois ce qui peut remplacer un nom et à la fois ce qui peut précéder un nom pour le déterminer. D'où l'usage plus exact, à mon sens, de pronom substantif et de pronom déterminatif. Alors vous voyez que je mets des petites pincettes, mais vous allez voir que ma classification, quand nous serons au pronom, est 1000 fois plus utile pour comprendre et ce qu'on appelait autrefois les adjectifs déterminatifs, l'article, ce qu'on appelle aujourd'hui le déterminant, et puis les adjectifs, pronoms, articles, numéros, enfin bon, on ne sait pas tellement comment les classer, avec mon classement, vous allez voir que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus logique. Mais en plus, c'est confirmé, puisque dès l'indo-européen, c'est-à-dire que bien avant même le gaulois, le latin ou le grec, eh bien, c'était déjà des classes assez proches. Je peux reprendre l'exemple, je prends toujours le même exemple. Il a illud, ce pronom adjectif latin, alors c'est comment est-ce qu'on le classe habituellement, comme un déictique, ou bon, qui est lié à la situation d'énonciation, pronom de la troisième personne, qui renvoie donc... a donné en français l'article, donc le lalé, hein, il a illud, le lalé vient de il a illud, mais ça a aussi donné le pronom
le pronom réfléchi, le pronom, pardon, pas réfléchi, le pronom complément, le pronom objet, le lalé, hein, je te les donne, les, c'est pas le indéterminant, ici c'est un pronom, mais il vient aussi de il a iloud, ça a aussi donné l'heure qui vient de illorum, hein, donc l'heure, hein, je leur donne, etc. Donc en fait, d'un même pronom adjectif latin, on a tiré toutes sortes de formes pronominales ou déterminatives, tout ça est un peu idiot, donc autant réunir ça conformément à l'histoire, et vous voyez tout de suite que je privilégierai toujours le bon usage. Toujours le bon usage. Merci beaucoup, cher Nico, pour ce très beau. Mais de toute façon, j'espère déjà, premièrement avec vous et dans nos discussions, déjà vous aider nos aimables spectateurs, perfectionner ma grammaire et puis un jour quand même proposer, parce que la grammaire, il n'y a plus de grammaire en France, il serait temps d'en refaire, hein, d'en reproposer. Ça pourrait être pas mal. Alors au passage, oui, comme ce sont issus de mes cours, je me sers de certains des points que je vous montre et que je vais retravailler. Alors oui, au passage, ce cours n'est pas absolument parfait, vous allez voir qu'il est déjà immensément long. Mon cours de grammaire, là, il y a 30 pages. Voilà. Déjà, là, j'ai 30 pages, ce n'est pas complet. Et ces 30 pages sont seulement concernées au lexique. Donc évidemment, je n'enseigne pas depuis hier, j'enseigne depuis quand même quelques années, encore que je suis assez jeune. Mais je n'ai pas chômé, et donc au total mes cours de grammaire doivent faire facilement une bonne centaine de pages, donc je ne suis pas très loin, je pense, de pouvoir proposer un manuel de grammaire. Bref, donc pronom substantif, le substantif c'est un autre nom pour le nom, mais on utilise beaucoup la notion de substantif pour, quand on dit par exemple substantiver, c'est-à-dire quand on prend un mot qui n'est pas un nom et on l'utilise comme un nom. Et donc c'est pas mal parce que donc, substantif c'est ce qui est devenu un nom ou ce qui est un nom, ça peut être les deux. Et donc, parler de pronom substantif pour parler de l'usage du pronom comme un nom, hein, à la place du nom, ici, premier usage, eh bien, ça me semble opportun, par opposition au pronom déterminatif. Alors, pronom substantif, qui remplace le nom pour éviter la répétition, parce qu'il n'est point connu ou qu'il n'est pas nécessaire de le connaître. Le pronom déterminatif, à l'inverse, introduit un groupe nominal, suivant la particule s'il y a lieu. Hein. La particule, en l'occurrence, si vous préférez la préposition. Hein. Et permet d'en connaître le genre et le nom, parfois aussi la notoriété et le possesseur. On reviendra dessus, mais certains, hein, on a par exemple les pronoms indéfinis, etc. etc. Enfin, ici j'ai rajouté les déictiques, donc qui sont en fait déictique, c'est un mot grec, deixi, ça doit être montré. Et déictique, c'est spatio-temporel, si vous préférez. Mais spatio-temporel, ça fait un petit peu... ça fait très science-fiction, c'est pas très... Enfin, fiction scientifique, pardon, ce n'est pas très sérieux, je trouve. Donc déictique, un petit peu mieux. Donc la classe des pronoms substantifs ayant un sens spatio-temporel, pour beaucoup, en fait, actuellement, ils sont considérés plutôt comme des adverbes, si vous préférez. Un adverbe de lieu ou de temps, hein, dans les classes actuelles. Voilà, comme ça, j'essaye de toujours que ce soit clair et que vous puissiez faire du lien avec ce que vous trouverez dans les différents dictionnaires. Enfin, et la dernière classe, vous voyez, ça ne nous a pas pris non plus si longtemps que ça, la dernière partie du discours, la conjonction, conjonction, un cum junctio, ça doit être quelque chose comme ça, enfin, ce qui réunit, ce qui joint avec, relie et articule les propositions ou les groupes correspond à certains adverbes. Bon, des conjonctions, on en classe habituellement deux, on va garder, enfin, il y en a, et on les sépare habituellement en deux, les conjonctions de subordination qui introduisent des propositions subordonnées, relatives aux conjonctives, et puis les conjonctions de coordination qui coordonnent entre elles deux propositions indépendantes, ou parfois deux groupes, ou éventuellement, enfin bon, il y a pas mal d'autres possibilités. Donc en effet, là on est dans l'articulation, il y a aussi en fait un certain nombre d'adverbes, beaucoup d'adverbes de liaison, néanmoins, cependant, etc., qui peuvent avoir ce rôle-là. Bon, c'est vraiment la partie du discours la plus facile, hein, qui réunit, qui fait... En fait, vous voyez, chacune de mes parties du discours correspond à un usage bien déterminé. Hein. Donc le nom pour désigner les choses, l'adjectif pour qualifier, le nom ou le verbe pour donner une action et ensuite un état, donc une narration, une description, la particule pour apporter des précisions grammaticales, le pronom pour remplacer ou déterminer un nom, et enfin la conjonction pour réunir ou articuler des propos, des propositions, des groupes. Voilà.